Ok, petite annonce avant le début de la vidéo, j'ai des collègues, des potes youtubeurs, notamment Dr Red et NewGabi, qui sont actuellement sur un gros projet, un énorme projet de doublage de Steel Ball Run, de doublage des meilleurs moments de Steel Ball Run. J'y ai moi-même participé et j'y participerai à l'avenir en tant que Valentine. Et voilà, c'est un projet très ambitieux. Pour avoir vu les premières vidéos, les premiers extraits, les premiers tests, je peux vous assurer que c'est vraiment du très très lourd en termes de doublage, en termes de montage, etc. C'est vraiment très très bien. Et du coup, la chaîne Doublage SBR a été créée. Et la première vidéo de la chaîne, donc qui concernera l'arc Silent Way, l'entièreté de l'arc Silent Way, sortira samedi à 15h30. Donc je vous invite à aller vous abonner à la chaîne qui sera en description et à être devant vos postes, devant vos PC, devant vos téléphones samedi prochain, parce que je pense que ça va être extrêmement lourd et je soutiens de tout mon cœur ce projet, parce que voir un SBR doublé en français avec un petit montage sympa comme ça, moi je trouve ça juste trop lourd. Bref, sur ce, on est parti pour la review de Jojo Lion. Wesh les gens, c'est Revive. Et bienvenue dans cette nouvelle review du manga qui demande un bac plus 9 en médecine, j'ai nommé Jojo Lion. Aujourd'hui, nouvelle review de tome. En l'occurrence, le tome 20 du manga qui vient de sortir en France ce mercredi 7 avril 2021. Un délai de parution toujours aussi terrible. On a quand même 6 tomes de retard par rapport à la parution japonaise, mais je vais arrêter de me plaindre. Le tome est là, et c'est toujours un plaisir de redécouvrir ces incroyables moments en physique, et avec une belle traduction. Le tome 20 couvre donc les chapitres 79 à 82 du manga, soit l'intégralité de l'arc Doctor Who. Un arc assez particulier, et qui fait la transition vers quelque chose de bien plus grand et intense, mais dont je me garderai de parler étant donné que pour rappel, ces reviews de tomes s'adressent aussi à ceux qui découvrent le manga en version reliée. Comme d'hab, pas de spoil donc. Pour ce qui est de la couverture de ce tome, je l'aime un peu moins que celle du tome 19, mais elle est quand même sacrément classe. J'aime tout particulièrement le fait de retrouver une cover avec seulement notre duo de tourtereaux présent, et également le fait que Soft & Wet tienne un drapeau contenant l'emblème de Jojo Lion, c'est très stylé. On arrive déjà à 20 tomes mine de rien. La collection Jojo Lion commence à en imposer sérieusement. Enfin bref, comme d'hab, la vidéo sera divisée en une partie résumée et une partie review, qui, comme à mon habitude, ne sera pas écrite, afin que je puisse parler librement de tous les éléments qui m'ont marqué dans ce tome. Par contre, il n'y aura pas de chapitrage aujourd'hui, et ce pendant 3 bons mois, à cause de mon strike. Car oui, mes vidéos concernant l'event Joestar Inherited Soul et l'annonce de Son Océan ont été strike. C'est terrible. Ça me fout un seum monstre, mais voilà. Je ne peux rien faire pour lever le strike, donc je vais faire comme à l'ancienne et vous afficher les timecodes des parties à l'écran. Sur ce, il est temps de retourner dans cet hôpital pour le moins étrange, afin de retrouver notre duo composé de Mitsuba et Yasuo, embarqués dans une situation assez périlleuse. Ville de Morio, hôpital universitaire TG. Nous retrouvons notre duo préféré, Josuke et Mamezuku, qui sont alors arrivés à destination. Afin de retrouver la branche volée, les deux hommes vont partir à la recherche de Yasuo. Cette dernière se trouve actuellement avec une Mitsuba qui agit d'une manière extrêmement étrange. En effet, après avoir traîné Yasuo, elle est actuellement en train de l'écraser, et ce, sous un grand poids. Mais tout à coup, Mitsuba va comme reprendre ses esprits et lâcher son emprise de Yasuo. Cette dernière va continuer à lui poser des questions quant au Lokakaka qu'elle a mangé. Mais Mitsuba continue de dire qu'il ne lui est rien arrivé, qu'elle est simplement venue ici pour avoir un corps parfait. Mais lorsque Yasuo va évoquer l'échange équivalent, Mitsuba va redevenir lucide. Tout à coup, Wu Tomoki, qui pour rappel est l'étrange médecin responsable de toute cette histoire, va attaquer Yasuo par le bas. Plus précisément, des morceaux de roche vont sortir des doigts de Mitsuba et essayer de rentrer en Yasuo, et ce, par tous les orifices imaginables. Yasuo est alourdi. Son téléphone est cassé, Mitsuba ne comprend rien à ce qu'il se passe, bref, c'est la merde. Mais ce serait sans compter sur le stand à tout faire, Paisley Park, qui va servir cette fois-ci de scanner à rayon X pour localiser puis retirer les fragments de roche ayant atteint le crâne de Yasuo, et ce, depuis son œil. L'opération réussie, Yasuo va expliquer la situation à Mitsuba, puis s'enfuir avec elle en la traînant de force, alors que Wu Tomoki réapparaît et lance ses fragments de roche grâce à une bouche d'aération. Pendant la fuite, Mitsuba va révéler à Yasuo qu'elle est enceinte, chose que personne d'autre qu'elle ne sait, pas même sa famille. Se posant alors des questions sur la nature de ce qui a été échangé pour le corps parfait qu'elle a obtenu, elle révèle son stand, prête à en découdre. Avant de se lancer dans le chapitre, on a le droit à des infos sur Doctor Who sur la page bonus. Ce stand, qui porte le nom de son manieur,
lui permet de décomposer son corps jusqu'au niveau cellulaire et ainsi de mobiliser ses fragments, purement et simplement. Cela lui permet donc de créer diverses réactions allergiques ou autres en entrant dans le corps de ses victimes. Il peut également utiliser cette capacité de fragmentation sur des objets autres que son corps. Ça n'est pas dit explicitement, mais l'on peut aussi en déduire que lorsque des fragments s'intègrent dans un corps, Wu peut dans une certaine mesure contrôler les mouvements de ce dernier, ce qui explique les étranges agissements de Mitsuba au début du combat. Avant de continuer le combat, on a le droit à un petit flashback d'une consultation de Mitsuba chez Wu Tomoki. Après que ce dernier ait chassé l'infirmière de la pièce à cause de ses penchants masochistes, il va révéler à Mitsuba qu'elle est enceinte, plus précisément à sa 14e semaine. La suite des souvenirs de Mitsuba est floue, si ce n'est qu'elle se rappelle avoir été emmenée dans une salle remplie de Lokakaka. Elle va ensuite commencer à avoir des remords quant à ses consultations, et ce qu'elle a probablement perdu à cause de ça, un enfant. Toujours est-il que malgré leur course effrénée, Wu va rattraper notre duo de femmes. Alors, à deux doigts de retrouver leur confrère masculin, elles vont subir une attaque de fragments de pierre. Wu Tomoki se montre alors, rappelle qu'il ne connaît pas l'échec, et ouvre une boîte de médicaments afin d'en envoyer des fragments sur notre duo. Mais, Mitsuba va sortir une flèche de sa main gauche, puis une autre de sa main droite, qui repousseront chacune de leur côté tous les fragments de Dr. Wu. Elle terminera par s'accrocher avec Yasuo à une flèche pointant vers le haut, pour finalement l'envoyer sur Wu. Voici Awaking Free Leaves, le stand de Mitsuba Higashikata, qui a le pouvoir de rediriger toute attaque à son encontre ou énergie grâce à des flèches directionnelles. Mitsuba et Yasuo vont réussir à s'éloigner de Wu en entrant dans un ascenseur. Mitsuba va utiliser son stand pour éjecter tous les fragments de roche présents dans son corps. Mais une découverte macabre va troubler la jeune mère. Deux tout petits morceaux de bras, transformés en rochers, ont été éjectés avec le reste. Et oui, ses craintes se sont avérées être fondées. C'est bel et bien l'enfant dont elle est enceinte qui a été choisi pour l'échange équivalent. Alors transformé en pierre, Wu Tomoki réapparaît alors et rappelle qu'il ne connaît pas l'échec. Encore une fois, avant le chapitre, la page bonus nous renseigne sur un stand, cette fois-ci celui de Mitsuba. Ce stand, nommé Awaking Free Leaves, permet de rediriger une énergie vers un point donné, et ce, grâce à des flèches. Ça on le savait, mais on apprend aussi que lorsque 3 flèches sont posées, un vecteur sera créé, vecteur qui permettra à l'énergie d'être renvoyée par le chemin le plus rapide. C'est peut-être pas la capacité la plus intéressante du stand, mais j'aime ce sens du détail et de la précision. Allez, on se lance dans le chapitre, et on a encore le droit à des infos, cette fois-ci sur les différents types d'hommes rochers rencontrés jusqu'alors, mais surtout sur Dr. Wu, que l'on sait désormais être un jour sur ses impôts. Quel honnête citoyen. Bon, on reprend. Mitsuba et Yasuo prennent conscience que c'est bel et bien le bébé qui a été échangé. Wu Tomoki, en voyant leur réaction, tient à mettre les choses au clair, et lui dit que c'est lui qui est juste, et non pas notre groupe de héros. C'est bien Wu et son groupe qui soignent les gens grâce aux fruits, qui servent l'intérêt général, et non pas Josuke et les autres qui ne veulent s'approprier le Rokakaka que pour leurs ambitions personnelles. Il va ensuite lancer une pique à Mitsuba, puis l'attaquer. Mais cette dernière va déjouer son assaut en combinant 3 flèches pour augmenter la vitesse de montée de l'ascenseur, et donc la force de pesanteur. Car oui, c'est aussi une des capacités de Awaking Free Leaves. Plus de flèches sont combinées, plus l'effet sera puissant. Wu va s'écraser au sol, tandis que nos deux femmes vont le recouvrir frénétiquement de scotch pour en faire une boule et l'envoyer au dehors. Elles vont alors marcher en direction du laboratoire où se trouve le Lokakaka. Et Yasuo rappelle qu'en le mangeant, Mitsuba perdra à nouveau une partie de son corps. Mais cette dernière est déterminée à retrouver son enfant, car elle commence à éprouver de l'affection pour ce dernier, et sent qu'elle ne pourra pas vivre avec un tel poids sur sa conscience. Elle est déterminée à réparer ses erreurs. Mitsuba réintègre alors les mains du bébé dans son corps, et notre duo va alors se faire interpeller par un étrange individu. Il s'appelle Toru, c'est l'ex de Yasuo, et ça a l'air d'être ma foi un gros connard, au vu de ce qu'il a lancé à Yasuo concernant son doigté légendaire. Enfin bref, Yasuo va tout de même profiter de l'occasion pour demander à Toru de retrouver Josuke et de lui dire de la retrouver au 3e étage. Mitsuba et Yasuo arrivent enfin dans le laboratoire, et vont être accueillis par une vidéo de Wu Tomoki expliquant le fonctionnement du Lokakaka et vantant les mérites de sa manière de faire à lui. Car en effet, il peut arriver que le Lokakaka troque une partie vitale du cerveau lors d'un échange, chose que Wu peut éviter en bloquant les voies grâce à ses fragments. Après ça, les deux femmes ouvrent la porte du fond, laissant entrevoir une pièce remplie de fruits. Quant à Toru, il a retrouvé Josuke, et il l'a bien informé de la position de Yasuo. Après une inspection de la pièce,
Mitsuba se décide enfin à manger le Lokakaka. Elle ne doit pas perdre cet enfant. Mais, alors qu'elle mâche, Yasuo remarque un drôle de bruit, comme si elle mâchait du sable, quelque chose de dur. Mitsuba va ensuite sortir une flèche pour la pointer sur Yasuo, ce qui aura pour effet de l'expulser contre le mur d'en face. Mitsuba ne comprend pas ce qu'il se passe. Elle demande à Yasuo si ça va, tout en envoyant à nouveau des flèches sur elle. Yasuo, alors à terre, comprend que Wu s'est infiltré dans le fruit qu'a mangé Mitsuba, expliquant cette sensation de manger du sable et les étranges actions de Mitsuba. Wu est entré à l'intérieur de son corps et contrôle donc ses actions. Il est revenu grâce aux canalisations et au système d'irrigation des fruits, lui permettant de s'introduire à l'intérieur d'eux. Mitsuba en est consciente, mais ne peut pas s'empêcher d'envoyer des flèches sur Yasuo. Wu Tomoki, qui ne connaît pas l'échec, va menacer d'attaquer Yasuo avec les différents virus présents dans cette salle, qui servent initialement à tester le Lokakaka. Une petite hépatite, une petite grippe, c'est maladie à volonté. Mais Yasuo a plus d'un tour dans son sac, et va sortir ce fameux rouleau de scotch pour arrêter les flèches de Mitsuba, et les rediriger vers la bouche de cette dernière, afin d'éjecter les fragments de Dr. Wu. Ce dernier, après une précision dont l'utilité est discutable, va lancer son ultime attaque en désagrégeant le plus possible de Lokakaka pour leur en faire bouffer un maximum. Mais, alors que les fragments allaient atteindre la bouche de notre duo féminin, leurs homologues masculins arrivent pour sauver la situation. Des bulles vont en effet stopper les fragments à temps. Mais cela ne suffirait pas pour notre génie Josuke. En effet, il a trouvé, puis ajouté un ciment médical à ces bulles, écrasant alors Wu sous le poids des bulles. En voyant que la branche n'est pas là, Mamezuku détruit tous les fruits présents dans la pièce, et Yasuo dira que Wu lui-même n'a pas trouvé la branche. Quelqu'un d'autre l'a remplacée par une fausse branche, et est actuellement en possession de la vraie. Mais alors, qui? Le tome s'arrête sur Mitsuba, qui pour retrouver son enfant, a dû sacrifier son nez. Elle s'en sera bien sortie. Alors, que dire sur ce tome? Faut savoir que je l'attendais beaucoup, car c'est vraiment un tome qui sert de transition entre toute cette partie de Jojo Lion et ce que beaucoup considèrent, dont moi, comme la partie finale de Jojo Lion. Voilà, c'est un tome de transition qui va amener petit à petit vers l'arc final de l'intrigue, du moins ce qu'on pense être l'arc final de l'intrigue, et ce que Araki nous avait vendu comme l'arc final de l'intrigue, même si cet arc final peut durer 10-12 tomes, ça sera quand même un arc final. Bref, il y a d'ailleurs beaucoup d'éléments qui sont introduits, enfin beaucoup, il y a certains éléments de cette partie finale qui commencent à être introduits dans ce tome-là, mais j'aurai bien sûr le temps d'y revenir dans la review. Alors, dans ce tome-là, il n'y a qu'un seul réel événement, à savoir le combat contre Dr. Wu, et déjà ça c'est un point positif du tome, c'est que c'est un tome qui couvre à peu près l'intégralité du combat contre Dr. Wu. Alors oui, il manque les 1 ou 2 chapitres introductifs, mais je veux dire, je parle de combat pur contre Dr. Wu en fait. Tout est couvert dans ce tome-là, et ça n'arrive pas souvent parce que on a souvent dans les tomes la fin d'un combat puis le début d'un autre. Mais ce format de un combat par tome, j'adore ça, c'est ce qu'on avait eu aussi avec Milagroman dans le tome 13. Ça permet d'avoir un tome qui est concentré, où on est bien dedans, où on est vraiment investi. Et ouais, c'est vraiment un format que je kiffe, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, je le note quand même, voilà, c'est extrêmement cool d'avoir un combat qui est retranscrit dans un seul tome en entier, et voilà, c'est très cool. Alors bien sûr, je vais revenir sur ce combat, parce que c'est vraiment l'événement principal du tome, à vrai dire le seul. Pour commencer, je vais revenir un petit peu sur les personnages, à commencer par bien sûr le personnage principal de cet arc, enfin l'un des personnages principaux de cet arc, parce que du côté des héros, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je vais parler du coup de l'antagoniste, du méchant, Dr. Wu. Alors Dr. Wu, c'est un personnage extrêmement stylé. J'adore Wu Tomoki, pour beaucoup de raisons. Il a un bon chara design, il a des bonnes motivations, il fait peur, il a des répliques cultes, je pense notamment au moi, Wu Tomoki, je n'échoue jamais, même si là, en faisant ça, il se fourvoie un peu, on va pas se mentir. Mais oui, c'est un personnage que j'adore son côté manipulateur, j'adore le flow qu'il a avec son stand, parce que quand je parle de chara design, je pense particulièrement au fait, enfin, à la manière dont il apparaît quand tous ces fragments de roche se rassemblent. Je trouve ça extrêmement stylé, voilà, je trouve qu'il pue la classe. Et d'ailleurs c'est un grand point positif du personnage, c'est que, et ce qui en fait l'un de mes antagonistes secondaires préférés de Jojo Lion, c'est qu'il a à la fois le mental d'un bon antagoniste secondaire, et également le chara design, parce que voilà, quand on regarde mes deux autres méchants secondaires préférés du manga, à savoir Tamaki Damo et pour Tom,
C'est des personnages que j'adore de par leur mental, leur stand, etc. Mais le chara design, il suit pas en fait. Alors, les chara design ne sont pas objectivement moches, ils sont plutôt drôles, mais ils ont pas la classe en fait, ces personnages-là. Et j'aime bien le fait que Doctor Who, il réunisse un peu les deux en fait. À la fois, il est extrêmement stylé, et à la fois, j'adore son mental, j'adore ses motivations. Donc ouais, c'est un gros plus pour qu'on s'implique dans un combat contre un méchant. Il faut qu'on ressente de la peur, qu'on ressente du charisme. Et voilà, c'est pas trop ce qu'on avait avec pour Tom, même si pour Tom c'était très bien, c'était une autre manière de voir les méchants en mode plus victime, etc. Mais bref, j'adore ces méchants-là dans Jojo, et je trouve que Utomoki réussit parfaitement ça. Mais alors du coup, qu'est-ce que j'aime dans son mental? Bah déjà, j'en ai déjà parlé vite fait, mais ses motivations. J'aime beaucoup ses motivations, le fait de vouloir utiliser le Lokakaka pour la médecine à des fins médicales, pour le bien commun comme il dit. J'aime beaucoup ça. Et ça créera aussi un petit dilemme moral avec Josuke et les autres, et même Mitsuba dont je reparlerai tout à l'heure. Mais voilà, il a des motivations qui sont assez intéressantes, Doctor Who, j'aime bien. Je pense principalement à son idée de se servir de son stand à des fins médicales. Donc là, derrière, c'était, il me semble, le Lokakaka peut échanger une certaine partie du corps, vitale, une certaine partie vitale du corps, donc une partie du cerveau, et lui, grâce à son stand, en posant un petit fragment de roche dans le conduit en question, il pourrait faire en sorte que le cerveau ne soit pas touché, et donc qu'aucun organe vital ne soit touché pour un échange avec le Lokakaka. Donc voilà, je trouve ça très stylé, il y a un petit côté scientifique derrière, même si c'est probablement du bullshit. Et voilà, ça revient encore une fois à ce que je dis à chaque fois, j'adore comment Jojo Lion développe toutes ces créatures imaginaires, tous ces fruits imaginaires, etc. Le Lokakaka là, on a un bon développement de comment est-ce qu'il fonctionne exactement, et les risques qu'il peut engendrer, et du coup bah, j'aime énormément le fait que ce médecin s'en serve pour soigner ses patients, tout en utilisant son stand, afin que ses patients ne soient pas touchés, n'échangent pas une organe vital à la place, et donc meurent à cause de l'utilisation du Lokakaka. Donc j'ai kiffé ça. Également, j'aime aussi le côté drôlement terrifiant du personnage, notamment le coup de découvrir les penchants sexuels de l'infirmière. J'ai trouvé ça extrêmement drôle, vraiment. D'ailleurs, en parlant de cul, c'est fou comment Araki s'est lâché dans cet arc-là. Entre les gros plans sur la culotte de Yasuo et de Mitsuba, les menaces de pénétration d'urètre et les punchlines de doigté de Toru, on a été servi. Je me rappelais qu'il y avait ça dans Doctor Who, mais pas à ce point, honnêtement. Et oui, en effet, on a été servi là-dessus. Araki s'est encore une fois lâché, donc oui, c'est plutôt marrant, voilà, c'est pas hyper lourd, c'est plutôt marrant. Voilà, donc j'ai dit après tout ce que je voulais dire sur Doctor Who et son mental, mais bien sûr, il faut que je revienne sur son stand, parce que oui, un bon méchant n'est pas un bon méchant s'il n'a pas un bon stand qui suit avec. Voilà, donc là je vais revenir là-dessus vite fait, j'adore le fait que son stand puisse servir pour la médecine. C'est un stand qui, en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce stand-là, c'est qu'il part sur un postulat extrêmement simple. C'est juste, il peut diviser son corps au niveau cellulaire et faire des trucs avec. Mais en fait, c'est un postulat extrêmement simple. Et c'est ouf qu'avec un postulat si simple, justement, Araki arrive à faire un stand et un combat si bon. Parce qu'en fait, ce stand-là, il peut paraître tout con, mais il a tellement d'utilisation possible. Le contrôle du corps, ça j'aime beaucoup d'ailleurs le contrôle du corps, parce que il contrôle seulement le corps et les actions, mais pas le mental. Ce qui fait qu'on a une Mitsuba qui est totalement déboussolée par ce qui se passe. Elle fait l'inverse de ce qu'elle veut faire, en fait, et j'aime beaucoup ça, elle est un peu paumée. Donc oui, il y a ce contrôle du corps, il y a aussi les allergies, les réactions allergiques que peuvent créer l'introduction de corps étrangers dans le corps, justement. Ça, je pense que c'est true fact, je pense que c'est vraiment un fait réel scientifique. Et également le délire des médicaments qu'il a fragmentés pour les faire avaler à Yasuo et à Mitsuba. Pareil pour les maladies, les extraits de maladies qu'il a fragmentés, j'ai trouvé ça extrêmement bien, extrêmement intelligent. Ouais, c'est vraiment un stand que j'adore, Doctor Who. Utomoki, voilà. Enfin, le stand s'appelle Doctor Who, mais lui aussi s'appelle Doctor Who. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce méchant-là. Il est extrêmement stylé, il a un stand de fou. Et voilà, l'une des plus grosses réussites de Jojo Lion en termes de méchants secondaires pour moi, c'est Utomoki. Alors, bien sûr, ce combat ne serait pas aussi bon sans notre duo de héros, notre duo d'héroïnes plutôt, ce serait plus juste. À commencer par Mitsuba. Alors Mitsuba, c'est un excellent personnage, vraiment. Ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'on retrouve l'ambiguïté des Higashikata, à savoir, elle veut agir pour sa famille, en l'occurrence pour être désirable auprès de son mari, mais elle fait des trucs pas très moraux pour ça. En l'occurrence, elle s'est dosée au Lokakaka, mais elle a failli perdre un gosse en échange. Et voilà, c'est vraiment ça que j'adore avec tous les membres de la famille Higashikata, c'est qu'il y a toujours une ambiguïté, une volonté de servir leur famille, mais en utilisant des moyens pas forcément très moraux. Et on retrouve ça encore chez Mitsuba, et son développement lors de ce tome, particulièrement avec son enfant, je l'ai trouvé mais extrêmement bien fait, c'était extrêmement fort.
Donc ce qui se passe avec son gosse, c'est que, bah, bien sûr, elle culpabilise de l'avoir sacrifié pour sa beauté, et voilà, ça mène à une très belle évolution, une très belle détermination, et voilà, finalement c'est son nez qui a été échangé pour ça. Ça lui amoche le portrait, mais elle s'en fout, et moi je trouve que c'est une très belle évolution. Ça veut dire que elle, qui misait tout sur son apparence, etc., quand elle a vu que son nez, qui est quand même une partie centrale du visage, et qui nous, en tant que lecteur, on la voit comme ça sans nez, on se dit putain, mais elle est beaucoup moins belle qu'avant, elle est soulagée d'avoir vu son nez échanger. Ça lui amoche le portrait, mais elle s'en fout, tant que son bébé est en vie finalement. Et je trouve que c'est une superbe évolution. C'est un personnage qui est très bien écrit, Mitsuba, et ça se confirmera par la suite. Donc ouais, vraiment, c'est un super personnage. J'adore Mitsuba, j'adore sa détermination. C'est une vraie réussite. Et c'est cool de l'avoir vu enfin en action après 19 tomes d'une Mitsuba totalement absente. Bah voilà, pour son introduction, elle est parfaite. Et voilà, FC Mitsuba, on est là. Mais bien sûr, le personnage ne serait pas aussi bon sans son stand. Alors, c'est un stand qui a un design que je trouve absolument hideux, mais qui a des capacités que je trouve assez exceptionnelles. Alors, Awakening Three Leaves est excellent, il y a plein de manières de l'utiliser. J'aime beaucoup le fait que, voilà, encore une fois, ça part d'un postulat assez simple. Elle peut sortir des flèches et rediriger l'énergie où elle veut avec ces flèches-là, mais encore une fois, il y a plein de petites subtilités. Par exemple, elle s'en sert pour enlever les bouts de roche, ça j'aime beaucoup. Elle peut combiner 3 flèches pour que le renvoi soit plus puissant. Elle peut créer un vecteur en combinant 3, un vecteur qui va chercher le moyen le plus simple, le plus rapide de renvoyer l'énergie. Et vraiment, ouais, c'est un stand qui a plein d'utilisations que j'ai adoré, pareil pour le fait de s'accrocher aux flèches pour l'éviter, pour augmenter la pression de l'ascenseur, etc. C'était trop bien, je reviendrai un peu sur les utilisations de stand, mais lors de ce tome là, c'est encore une fois God tier, vraiment. Je dis ça à chaque putain de review, mais j'évolue en termes d'utilisation de stand, c'est fou. C'est-à-dire qu'on part de stand avec des postulats assez basiques, mais les utilisations qu'en font les personnages sont absolument incroyables. Et voilà, c'est fou, c'est pas juste un Star Platinum qui tape en faisant voilà. C'est pas une pique que je lance à la partie 3. J'adore la partie 3, mais c'est juste pour montrer que depuis cette époque-là, il y a eu une sacrée évolution au niveau des stands. Et je pense qu'en termes d'évolution, c'est un peu le climax. Voyons vraiment, l'utilisation des stands, c'est incroyable. Bref, j'ai un peu divagué, mais j'adore Waking Three Leaves. Il y a plein de moments extrêmement stylés avec. Même le truc avec Yasuo qui va se servir d'un scotch pour arrêter les flèches en cours et les renvoyer sur Mitsuba pour enlever les morceaux de Doctor Who de sa bouche. J'ai trouvé ça mais incroyablement stylé. À aucun moment j'aurais pensé qu'elle allait faire ça. Et voilà, c'était trop bien. Vive Waking Three Leaves. Et c'était vraiment un combat très très stylé. Voilà, vraiment. Et donc, j'en ai parlé il y a 2 secondes, le deuxième personnage du duo, Yasuo, bah oui bien sûr, parce que ce tome-là n'aurait pas été aussi bon sans Yasuo. Yasuo qui est toujours un personnage excellent, toujours un personnage que j'adore, putain de merde. La pauvre quand même, hein, la pauvre, elle est manipulée par les hommes rochers depuis le début, vous allez voir que la suite du manga, elle va aller en ce sens, donc c'est vrai qu'elle fait un peu de la peine, surtout au début du tome, quand elle se fait écraser sous le poids Mitsuba et qu'elle... Elle fait un petit peu le bilan, enfin elle fait un petit peu la rétrospective de tous les hommes rochers qui lui ont causé du tort. Et du coup, ce truc là, ça va lui donner une sacrée détermination pour le combat. C'est simple, c'est elle qui maîtrisait le combat de A à Z, qui avait un sacré aspect de leader, vraiment. J'ai adoré le charisme et la prestance de Yasuo dans ce tome. On a vraiment eu une Yasuo très forte et très intelligente dans ce tome. Alors elle a toujours été très forte et très intelligente, hein, qu'on se fourvoie pas, mais là, particulièrement dans ce tome-là, c'était extrêmement réussi. J'adore sa relation avec Mitsuba. Les deux marchent extrêmement bien ensemble, les deux se comprennent, les deux combinent leur stand pour arriver à bout de l'ennemi. Et j'ai trouvé ça très fort, vraiment, c'était extrêmement cool. Un super duo de personnages qu'on a eu là, et je pense que voilà, ça fait plaisir d'avoir un duo féminin qui est mis en valeur dans JoJo. C'était arrivé dans la partie 6, mais depuis, plus trop, si, un peu avec Lucy et Hot Pants, mais pas à ce point. Et ouais, c'était vraiment trop cool. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu dérangé, c'est bien sûr Paisley Park. Alors Paisley Park, c'est un délire ce stand. C'est un stand que j'aime bien de par son concept initial et son design, mais disons que son concept initial, JoJo Lion s'en égare de plus en plus à chaque tome. C'est tout simplement un stand à tout faire. Là, il s'est carrément transformé en appareil à rayon X pour voir à travers la peau de Yasuo, pour pouvoir à la fin enlever son morceau d'Utomoki avec une précision chirurgicale. Alors peut-être que c'est une capacité qui est expliquée par le fonctionnement du stand, peut-être que je dis de la merde, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu un stand à tout faire, Paisley Park. J'aime pas trop la direction que ça prend à ce niveau-là. Je comprends pas trop le fonctionnement de Paisley Park, et du coup, globalement, même si c'est un stand dont j'aime beaucoup le chara-design et l'utilisation initiale, c'est un stand avec lequel j'ai un peu de mal, Paisley Park. C'est le stand qui peut tout faire, le stand qui n'a pas d'explication logique, limite. Ouais, voilà, ça m'a pas extrêmement plu, mais j'ai quand même trouvé ça assez stylé, le fait d'enlever son
son morceau de roche depuis son œil, c'était assez stylé, mais voilà, il s'agirait de justifier un peu comment est-ce que Paisley Park peut faire ça, parce que j'ai un peu du mal à comprendre, et ça me perturbe un peu. Mais voilà, bref, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir Yasuo mis en avant, qui est l'un de mes persos préférés de la partie, et voilà, là je ne peux pas me plaindre en tant que fan de Yasuo, ce tome-là m'a parfaitement convaincu. Alors oui, en parlant d'elle, voilà l'un des points que j'avais le plus hâte d'aborder, là je suis en train de sourire derrière mon écran, il faut que je revienne vite fait sur l'introduction de Toru. Alors je vais pas en parler longtemps, parce que j'ai pas envie de spoiler, mais pour ceux qui ne suivent que le manga en parution française, retenez juste que ce mec est un personnage extrêmement important, ceux qui sont à jour me comprennent, et bordel que cette intro est légendaire vraiment, ça me fume comment un tel perso qui aura un tel non pas un tel développement du coup parce que c'est faux, il a pas de développement ce bâtard, qui aura une telle importance dans le récit par la suite, soit introduit de cette manière-là, ça me fait un peu rappeler Johnny, qui est introduit comme un random PNJ, mais qui au final est le personnage principal de l'œuvre. Bah là, c'est un peu pareil pour Toru, voilà, il est introduit comme un random, et il nous est présenté vraiment comme un gros connard relativement dégueulasse avec la fameuse vanne sur Yasuo et le doigté légendaire de Toru. Mais voilà, c'est comme un personnage qui a du charisme dès sa première apparition. J'ai beaucoup aimé sa pose légendaire quand il dit son ex à Josuke et Mamezuku. Voilà, donc je suis très content de voir enfin Toru dans un tome physique, parce que voilà, c'est un personnage que j'aime énormément, même s'il y a des gros manques à son propos dont je parle assez dans les reviews de chapitres. Donc voilà, je suis très content de le voir introduit dans les tomes. Retenez-le, voilà, ça fait vraiment quelque chose de voir cet enfoiré sur un tome papier, et j'ai hâte de voir toute la suite des événements dans ma bibliothèque avec tous les tomes de Jojo Lion, du coup, parce que ça va être vraiment fou. Et du coup, pour finir avec les personnages, Josuke et Mamezuku, on les a pas trop vus, normal, c'était pas trop centré sur eux, on a eu un combat qui était centré sur eux juste avant avec pour Tom, mais en tout cas leur arrivée à la fin elle est top, avec encore une fois une super utilisation de stand, avec les bulles de ciment de Josuke, voilà, il a dû trouver du ciment médical je ne sais où, et il l'a combiné avec ses bulles pour faire écrouler Dr. Who sous son poids. Et ouais, c'était une super utilisation, une super arrivée de la part de notre Josuke national. Donc ouais, c'était très cool. Enfin, voilà, Doctor Who, qui était un combat que j'aimais déjà beaucoup en scan, que je trouvais assez spécial, mais que j'aimais beaucoup, s'impose encore une fois comme l'un de mes combats préférés du manga, peut-être même dans mon top 5. Ouais, je pense que c'est dans mon top 5 des combats préférés de Jojo Lion. Pas du manga, mais de la partie Jojo Lion. Et ce, parce qu'en fait, il y a tout, dans ce combat, il y a vraiment tout ce que j'aime dans Jojo. Il y a un Anta extrêmement stylé, pareil pour son stand, du développement de personnages à foison, je pense particulièrement à Mitsuba qui brille comme jamais, un duo incroyablement bien mis en valeur qui marche, avec des très bonnes combinaisons de stand, des très beaux dessins, voilà, j'en ai pas reparlé dans cette review là, mais les dessins sont comme d'habitude sublimes, j'ai rien de plus à dire parce qu'il n'y a pas de nouvelles idées de mise en scène particulièrement, mais les dessins sont toujours aussi beaux, un rythme dynamique et extrêmement bien maîtrisé, en plus il y a même des trucs tirés de la médecine et de la science réelle, en plus de développement sur des espèces imaginaires, donc vous savez que j'adore ça, donc voilà, c'est forcément un 10 sur 10 avec tous ces éléments là, sérieux. Et aussi, je n'ai pas trop parlé, je l'ai vite fait évoquer, mais il y a en effet un sacré dilemme moral dans ce chapitre-là, que j'aime énormément, et dont je parle depuis pas mal de temps dans les reviews quand même. Le fait que Josuke, Mitsuba et tous les autres veulent s'approprier le Lokakaka pour eux et leurs envies personnelles, leurs besoins personnels, et qui contraste du coup avec Wu et son groupe, qui, a priori, veulent le Lokakaka pour l'humanité et pour le bien commun. Ça, c'est déjà un truc qui avait été évoqué contre Urban Guerilla, il me semble. Là, c'est encore un peu développé, et j'aime beaucoup ce dilemme moral. C'est vraiment un truc que je kiffe et que j'aimerais voir développer dans la suite de Jojo Lion, parce que, spoiler, c'est pas encore trop le cas dans les scans, mais je pense, j'espère que ça finira par arriver. C'est vraiment une piste de développement pour l'intrigue que j'aime beaucoup, ce dilemme moral entre le Lokakaka pour ses envies personnelles et pour le bien commun. Donc voilà, c'est très cool ça. Et puis voilà, je terminerai du coup en parlant des utilisations de stand, qui est probablement la chose qui m'a le plus plu dans ce combat. J'adore ça, le scotch pour rediriger le choc des flèches, c'était incroyable. Pareil, les flèches pour augmenter la pesanteur, les bulles de ciment de Josuke, ou même l'intégralité du stand de Doctor Who en fait qui permet de faire tellement de trucs. Voilà, s'il y a vraiment un point positif qu'il faut retenir dans ce combat, le point positif que j'ai le plus adoré, c'est les utilisations de stand. Je dis ça à chaque putain de review, mais c'est vrai, Jojo Lion est beaucoup trop forte plutôt, là-dedans. Voilà, écoutez, je pense qu'il est temps de conclure, j'espère que je me serai pas un peu... J'espère que je me serai pas trop perdu à droite à gauche, parce que voilà, j'avais une grande feuille de notes, j'espère que j'ai pu la suivre globalement sans divaguer trop, même si je pense que c'est quand même à peu près le cas. Bref, allez, il est temps de conclure.
Voilà, j'en ai fini avec cette review. C'était donc un excellent tome que j'ai encore plus kiffé relire en physique et qui fait la transition vers un arc assez dingue du manga, donc j'ai vraiment hâte de vous retranscrire tout ça dans ces reviews de tomes. J'ai extrêmement hâte d'avoir les prochains tomes entre les mains, rien que pour les covers qui sont juste folles, toutes absolument folles. À partir du tome 23, je pense notamment à celle du tome 24, avec laquelle j'avais un peu de mal au début, mais qui finalement est absolument exceptionnelle et dont j'ai extrêmement hâte d'avoir le tome entre les mains en version française. Donc, pour rappel, le tome 21 sortira en France le 7 juillet, donc comptez bien sûr sur moi pour faire la review. Je vais voir si je continuerai les reviews au-delà du tome 23, vu que les revues de chapitres seront en ligne, et puis du coup ça sert à rien que j'en reparle. Je verrai, si je vois qu'il y a du monde qui est chaud pour que j'en parle, et que je peux aborder le truc, amener le truc d'une manière assez différente pour que je dise pas les mêmes choses, que je me répète pas, je verrai. Mais enfin bref, pour l'heure, merci d'avoir suivi la vidéo, une vidéo que j'aurais adoré faire comme d'habitude. Les reviews de tomes de Jojo Lion, c'est pas ce qui fait le plus de vues, c'est pas ce qui est le plus hypé, mais voilà, j'adore les faire parce que c'est les seules vidéos où juste je me pose avec ma petite feuille de notes, je parle de Jojo Lion sans écriture, et j'adore ça, j'adore parler de Jojo Lion librement parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas trop caser dans des reviews qui sont écrites. Donc ouais, j'aime bien partir un peu en couille de temps en temps. C'est peut-être pas les vidéos les mieux écrites de la chaîne vu qu'elles ne le sont pas, les plus structurées de la chaîne, mais voilà, j'aime bien parler de temps en temps et je sais que ça vous plaît aussi. Donc c'est toujours un plaisir que de faire ces reviews de tomes. Bien sûr, merci aux donateurs comme d'hab. Leur nom s'affiche à l'écran comme à chaque fois. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle review de chapitres de Jojo Lion. Je sais pas si ça sera le 106 ou le 107. Tout dépend de si cette review sortira avant ou après le chapitre 106. Enfin bref, je vous dis salut et n'oubliez pas que Jojo, c'est quand même vachement bien. Ouais.